Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Ici, il s'agit de parler du coronavirus et d'un certain nombre de coïncidences que nous trouvons suspectes dans cette pandémie qui, depuis 2 mois, bientôt 3, défraie la chronique et crée une certaine psychose. Nous avions, il y a de cela quelques jours, parlé du coronavirus et fait surtout des propositions aux dirigeants africains. Force est de constater que, malgré ce que nous avions dit, la situation est un peu difficile et ne s'est pas améliorée. Et nous voyons des cris de part et d'autre. Et nous avons voulu ici encore faire une vidéo, cette fois-ci, dans un autre sens, pour mettre en garde ces gens qui créent la peur, au lieu plutôt de créer des conditions pour qu'effectivement nous puissions nous en sortir. Nous pensons que la voie qu'on essaie de nous faire prendre est une voie qui peut être plus difficilement acceptable que toute autre chose. C'est pour cela. Nous avions voulu voir un peu clair, puisqu'il y a pas mal de messages qui sont lancés, selon lesquels il faut aider l'Afrique, on veut bien, mais dans quel contexte? Et nous, à travers nos recherches que nous avons faites, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de coïncidences dont nous parlerons. Pour l'heure, nous allons parler de notre cri de cœur en ce qui concerne mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par vous montrer une vidéo que vous allez voir maintenant. La voilà, écoutons-la, c'est 1 minute et on verra la suite. International d'Abidjan, le vol ET934 en provenance d'Addis Abeba vient d'atterrir. Les agents en charge du contrôle sanitaire sont sur le qui-vive. Plusieurs passagers venant de Chine ont emprunté ce vol. S'il y a un passager qui est en état d'hyperthermie, qui fait une fièvre supérieure ou égale à 38, là, vous allez voir ici, l'alarme va se déclencher. Chaque passager doit se désinfecter les mains à l'atterrissage. En cas de doute, les agents peuvent aussi contrôler la température à l'aide de ce pistolet thermique. Des procédures rassurantes pour les passagers. Ils ont mis en place le gel désinfectant et tout le reste. C'est plutôt bien organisé. Le risque de propagation du virus alimente la psychose. Ils étaient beaucoup inquiets. Donc quand ils voyaient les gens qui venaient de Chine, tout le monde portait des masques. Donc je m'éloignais un peu, je n'ai pas voulu rentrer dans les fous. Les équipes sanitaires de l'aéroport ont aussi mis en place un espace pour mettre en quarantaine d'éventuels malades. Et c'est ici qu'on vient conditionner le cas suspect. Les autorités estiment que leur dispositif est prêt, car il a déjà fait ses preuves. La Côte d'Ivoire, très tôt, a réactivé le dispositif qui était en place, qui avait bien fonctionné. Pendant l'Ebola, comme on dit, on ne change pas un dispositif qui gagne. En 2014, la Côte d'Ivoire avait réussi à contenir l'épidémie d'Ebola hors de ses frontières, alors que le Libéria et la Guinée, 2 pays frontaliers, avaient été décimés par la maladie. Abidjan espère renouveler cet exploit avec le coronavirus. Dion, merci. Donc, vous venez de le voir. Donc, je vais arrêter rapidement, excusez-moi. Donc, on vient de nous parler d'une situation, une vidéo que vous venez de voir. Cette vidéo a été prise en février 2020. Et nous sommes fort étonnés qu'une telle vidéo qui montre effectivement le dispositif flambant neuf, effectivement, comme disait le ministre, et qu'on n'a pas pu appliquer ce dispositif le 20 mars, lorsqu'il y a eu la situation que beaucoup d'entre vous ont dû voir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous avons eu 61 personnes chinoises qui sont arrivées, nous avons eu un afflux massif des Ivoiriens qui sont venus
pour la plupart de France, parmi lesquels se trouvait monsieur, je crois, un des membres de la famille de monsieur Assalfo. Monsieur Bitogo y était présent, monsieur Joseph Anoma, monsieur Max Gradel, et on s'est rendu compte que ces personnes ont été mises de côté. Je suppose que les formalités ont été faites, mais on a amené tout le reste des autres personnes à l'INJS, à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et cela avait défrayé la chronique. Mais si un tel dispositif se trouve à l'aéroport, pourquoi amener ces personnes qui ont, après avoir les envoyés à l'INJS, et après une journée, ce sont des ministres qui sont venus intervenir pour dire que eux, ce n'était pas de leur ressort, et on a laissé ces personnes partir qui, ma foi, ont dû certainement, pour certains, n'ont pas été dépistés. Et ça, j'en suis presque convaincu, puisque je sais qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais comment est-ce qu'il y a cet amateurisme? Nous avons donc vu cela, et je trouve que c'est vraiment de l'amateurisme, parce que le régime d'Abidjan ne fait aucun effort par rapport aux propositions qui sont faites. Je vais en même temps, puisque aussi m'écrier contre le fait que M. Alassane Dramane Ouattara ait réquisitionné 13 hôtels de haut standing à Assini pour aller se bouqueriser avec les membres de son gouvernement ou bien les gens qui sont effectivement dans son entourage immédiat. Ce n'est pas sérieux en laissant la population dans la situation, alors que nous avons proposé des mesures d'accompagnement. Et pour cela, je voudrais ici saluer le Niger. Le Niger, effectivement, c'est un pays dit pauvre. Et le Niger, en termes de budget, n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Donc, le Niger, excusez-moi, c'est parce que j'ai peur que ça ne tombe. Donc, le Niger a un budget qui est de loin, de très loin, inférieur à celui de la Côte d'Ivoire. Et pour vous donner des chiffres, on va vous parler du budget de cette année. La Côte d'Ivoire, qui a une population, c'est que ça passe, mais on va parler du budget. Le budget de la Côte d'Ivoire s'élève à 8 061 milliards de francs CFA. 8 061 milliards de francs CFA. Ça, c'est le budget 2020. Celui du Niger, c'est 2 236 milliards de francs CFA. Mais pourquoi nous saluons le président du Niger? Parce que le 28, ça veut dire le samedi 28 mars dernier, donc il y a quelques jours, 2, 3, 4 jours maintenant, bientôt, le président du Niger a fait un appel. Je vais vous lire les mesures pour que effectivement cela soit bien compris de tous et des gens qui me suivent. Dans son appel qu'il a fait, c'était où il parle de Nigériens, Nigériens, chers concitoyens. Donc, il dit pour protéger contre le Covid-19, le gouvernement a adopté et publié une batterie de mesures, de 26 mesures, dès les 13 et 17 mars. Donc, déjà le 13 et 17 mars, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et maintenant, le 28, il y a une autre des mesures qui ont été prises. Et quelles sont ces mesures? Parce qu'il dit, la situation fait qu'on a de recours à 3 méthodes. La première, dans le cas du Covid, il dit que ce sont les 3 méthodes qui sont imposées. Donc, il y a la stratégie du confinement avec des tests ciblés. Il y a la stratégie des tests systématiques sans confinement. Et la stratégie de confinement couplée à des tests systématiques. Donc, ce sont les 3. Soit on vous dépiste sans vous confiner, ou bien on vous confine sans vous dépister, ou bien on vous confine et en même temps on vous dépiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous avons décidé d'adopter la stratégie de confinement couplée aux tests systématiques, à la hauteur de ce que autorisent nos moyens. Donc, ils ont décidé non seulement de confiner les gens, mais en même temps de les dépister. Et il dit, donc il y a un certain nombre de mesures, qui ont été prises pour soutenir les opérateurs économiques, mais il ajoute, je demande, il dit, en plus des mesures prises pour soutenir les opérateurs économiques, je demande au gouvernement d'adopter les mesures sociales suivantes. Prise en charge par l'État pour les mois d'avril et mai des factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales. Renforcement du plan
de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables. Distribution gratuite, vente à prix modéré, etc. Remise gracieuse de peine en faveur de 1540 détenus pour des raisons humanitaires ou désengorger les maisons. Et le coût, voilà, l'ensemble de ces mesures fait l'objet d'un plan de riposte contre le Covid-19, dont le montant est estimé à 597 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 597 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 111,45 millions d'euros. Ça, c'est le Niger qui a un budget qui est là. Sur les 2200, ils ont pris 597,97 milliards pour le faire. Alors que la Côte d'Ivoire a un budget de 8000, ils ne sont pas capables de prendre 500 pour faire ces mesures d'accompagnement. Donc il faut les saluer. Il faut les saluer et c'est c'est le cas. Aujourd'hui où je vous parle, la Côte d'Ivoire, puisque le Niger, au moment où le président prenait ces mesures, voilà ce qu'il dit. Parce que le Niger avait... attendez, je vais rapidement regarder. Oui. Il dit donc, il y a, à la date d'aujourd'hui, donc le 28, il y avait 10 cas, dont malheureusement un mort. En Côte d'Ivoire, au moment où je vous parle, nous avons 165 cas confirmés, 4 guéris et 1 mort. Donc je pense qu'il y a urgence, ce 30 mars où je vous parle, que les autorités du pays puissent prendre des mesures. Donc le thème aujourd'hui, comme je dis, ce sont des coïncidences suspectes qui sont avérées au cours de nos recherches. Et nous allons voir que il y a M. Bill Gates qui, vous le connaissez, c'est celui qui a créé Microsoft, celui qui a permis à ce que nous puissions utiliser Microsoft, c'est-à-dire ce système d'exploitation que nous utilisons tous dans nos ordinateurs, etc. Et M. Bill Gates, en 1999, en Belgique, on parle de 1999, il a investi 750 millions dans une ONG qu'on appelait GAVI, G-A-V-I, Global Alliance for Vaccination and Immunization. Donc, la fondation, en réalité, a été créée en 1994, en 1994, sous le nom de William H. Et la fondation Gates a fait partie des acteurs qui ont permis le financement de ce montant de 750 millions de dollars. Donc, Bill Gates est aussi le deuxième grand donateur à l'OMS, après les États-Unis. Et ce qui nous paraît assez intéressant et assez un peu surréaliste, c'est le fait que le mardi 27 janvier 2015, je dis bien, retenez bien la date, le mardi 27 janvier 2015, à Berlin, lors de ce qu'on appelle le TED Talk intitulé The World is not ready for a pandemic, ça c'est ce que disait, ça dit que le monde, en français, le monde n'est pas prêt pour la pandémie, c'est ce que disait M. Bill Gates. M. Bill Gates, excusez-moi, parlant d'Ebola, il a parlé d'Ebola, qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles l'Ebola ne s'est pas propagé. Il dit parce qu'il y a eu le travail héroïque des équipes de santé qui ont évité la propagation des infections sur place, la nature du virus qui ne se propage pas dans l'air au moment où il devient contagieux. La plupart des gens sont tellement malades qu'ils restent cloués au lit. Et le 3e élément, le fait que Ebola ait touché très peu de zones urbaines, ce qui relève simplement de la chance. Mais il ajoute, et c'est là, je parle bien du 27 janvier 2015, que la prochaine fois, nous pourrions avoir moins de chance. Ça, c'est bon, ok. On peut imaginer qu'effectivement, il nous met en garde. Il dit, imaginez, un autre virus, avec les gens infectés, se sentirait suffisamment en forme
pour prendre l'avion ou aller au supermarché. D'autres variables rendraient les choses 1000 fois pires. Par exemple, un virus capable de se propager dans l'air, comme la grippe espagnole de 1918. Quand nous voyons ce que M. Billy Gates, le 27 janvier 2015, décrit, ce sont les symptômes exacts du coronavirus ou le COVID-19. Parce que le COVID-19, il survit 3 heures de suspension en l'air. Les symptômes peuvent mettre 2 semaines à apparaître et les personnes infectées peuvent être contagieuses même en période d'incubation. Donc, c'est vrai qu'il est très intelligent, mais en 2015 déjà, il savait que un autre, et il a dit très prochainement, donc ça dit 5 ans après, va apparaître un virus qui respecte les mêmes, les mêmes symptômes qu'il avait énoncés. Cela nous paraît assez suspect quand même. Je ne l'accuse pas, nous ne sommes pas dans l'idée d'un complot, mais nous pensons que quand même il y a des choses qui ne vont pas. Et depuis, on sait que M. Bill Gates il n'est plus dans le conseil d'administration, mais maintenant il est au niveau du Gavi et il est à la charge de la recherche du vaccin contre le Covid. La preuve, le 22 mars 2020 dernier, M. Billy Gates a installé, c'est-à-dire un genre d'échange sur les réseaux sociaux qui était pandémie Covid-19 vu par Billy Gates, comment sa fondation participe au combat. Donc je parle du 22 mars 2020. Et quelqu'un lui a posé la question, y a-t-il une chance que le délai de 18 mois pour le développement d'un vaccin puisse être raccourci et de combien? Voilà sa réponse. Il dit c'est une excellente question. Il y a plus de 6 projets différents en cours pour développer un vaccin. Certains utilisent une nouvelle approche appelée RNA qui n'a pas encore fait ses preuves. Nous devons tenter différentes approches sachant que certaines d'entre elles ne fonctionneront pas. Nous aurons littéralement besoin de milliards de vaccins pour protéger le monde. Les vaccins doivent être testés pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces. Vous voyez déjà, il annonce une pandémie il y a 5 ans avec les symptômes qu'il a prescrits. Bizarrement, cette pandémie arrive comme il avait énoncé. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est lui encore qui est avec sa fondation, qui sont à la recherche d'un vaccin pour, chercher le vaccin pour des milliards de personnes, n'oubliez pas. Et puis, bizarrement, pourquoi j'interviens ici? Parce que le Covid il a commencé à Yuan, enfin dans la région de Yup, à Yuan, dans cette région, en Chine, où il a fait des dégâts énormes. Il est arrivé en Occident, et aujourd'hui l'Italie est en train de payer le prix. En France, en Espagne, l'Afrique est très peu touchée. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des déclarations depuis 2-3 jours, qui sont faites. Oui, d'abord par M. Emmanuel Macron, il faut aller aider l'Afrique, il faut faire ça, etc. Nous voulons quand même dire aux gens, aux uns aux autres, attention. Je voudrais encore vous montrer une vidéo, parce que M. Emmanuel Macron, nous lui demandons tout simplement de savoir garder raison. Vous voyez? Donc, nous allons regarder cette vidéo. Mais bien d'après les 3 ans où le taux de chaque pied, on ne dépiste plus personne, hormis les gens hospitalisés. Donc je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Je vous ai donné le compte-rendu médical. Et ça, va passer à Paris. D'autres villes, il y a d'autres villes qui dépistent. Mais en tout cas, à Paris, c'est depuis 7 jours. Vous ne faites pas Paris, ça. C'est pas moi qui décide, monsieur, c'est comme ça. La motivation est Parce que pourquoi je vais vous expliquer, c'est simple, c'est pour des raisons économiques. Parce que s'ils s'aperçoivent que tout le monde a le Covid à Paris, et ce qui est le cas,
et ben, ils sont obligés de mettre Paris en quarantaine et ça leur coûte trop cher. Donc leur décision, c'est de dépister que les gens hospitalisés. Comme ça, ils donnent des faux chiffres à la télévision. Ils nous disent qu'on est en phase 2, alors que nous, dans les hôpitaux, on est déjà en phase 3 parce que ne pas dépister les gens, c'est la phase 3. C'est tout. C'est un problème politique. Dernière chose. Ça, c'est le Doliprane et les masques. La dernière chose, Oui. docteur. Et pourquoi les SAMU Je- et je- les médecins personnels, ils ne savent pas ça? Bah, parce qu'ils sont Parce pas que au moi, courant. c'est les SAMU qui m'ont Je envoyé sais, ici. Je sais. Je suis en train de les appeler, le SAMU, pour leur dire que ça sert à rien qu'ils nous envoient des gens puisqu'on ne vous dépiste pas. Mais vous l'avez dit que vous... Oui. Je viens de les avoir au téléphone, je viens de leur dire. Mais c'est mieux parce que c'est inutile que les personnes viennent Bien ici sûr. pour Et en plus, c'est dangereux pour les autres personnes. Exact. Je suis désolée, hein, c'est pas Rien. contre vous. Merci pour C'est pas tout. moi, c'est le système, c'est de la merde. Merci pour tout. Hein. Voilà. Au revoir. Je vous laisserai partir Oui, avec votre masque oui. dans la grande salle d'attente, comme vous êtes venu. Merci. Ok. Très merci. Voilà, monsieur, excusez-moi. J'ai prouvé la fièvre. C'est pas contre vous. Vous regardez, c'est déjà 37. Mais je sais, monsieur. Mais je peux rien faire pour vous. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Donc, vous venez d'entendre cette jeune infirmière qui dit la vérité de ce qui en est. Si M. Macron veut aider, c'est déjà commencer à aider les Français pour qu'on puisse les dépister. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui, même si ça donne l'apparence qu'il n'y a rien, qui peut ressurgir. Donc, il est tout à fait normal que les personnes qui sont atteintes soient bien soignées. Et on puisse, par exemple, dans une localité comme Paris, c'est ce que dit la demoiselle, enfin la dame, et l'infirmière qui parle, dit que c'est quand même parce qu'on ne veut pas investir. Mais il faut investir. Et pourquoi M. Macron, qui voit une telle situation, s'acharne sur l'Afrique pour dire qu'il aime bien l'Afrique, alors que là, il y a la possibilité d'aider les Français. En France, ce sont des citoyens qui ont besoin d'être aidés. Ce n'est pas de la démagogie. Ici, on parle d'une pandémie. Donc, je ne vois pas pourquoi, sur les antennes, oui, ils demandent à l'ONU qu'on puisse, excusez-moi, aider l'Afrique, il faut faire un sommet. Mais pourquoi ne pas faire un sommet déjà pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne? Et puis, une fois qu'on essaie d'arrêter là-bas, peut-être les moyens qu'on aura mis, ce qui va rester, on peut mettre un ajout pour aller en Afrique. Pourquoi subitement là-bas? Parce qu'ici, il y a l'idée, il y a quelque chose d'autre. Je voudrais dire à M. Macron, parce que c'est trop flagrant. Nous avons ici les états financiers de la BCEAO de 2018. Donc, vous pouvez aller sur je vous montre le document, je vais vous montrer le document, et puis je vais aller à la page. Donc, vous pouvez trouver le document facilement sur vous pouvez trouver ça sur Google. Je vous montre donc le document, c'est lequel là. Donc, vous avez donc le document. Je vais descendre, que vous voyez un peu le document. Et puis après, aller à la page qui m'intéresse. Donc, vous avez la BCEAO, la banque, ça c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez État au 31 décembre 2000. Donc, je vais aller plus loin. Je vais aller à la page 45. Vous allez voir que si M. Macron pense pouvoir aider l'Afrique, il y a des choses qu'il peut faire qui sont tout simples. Vous allez voir. Donc, à la page 45, je vais y arriver. Je vais le faire de manière mécanique. Donc, voilà, nous ne sommes plus loin. Je suis presque, il me semble. Bien. Donc, nous sommes effectivement dans ce rapport à la page 45. La page 45. Et vous voyez qu'à la page 45, vous voyez information sur le bilan. Sur le bilan et le hors bilan. Et l'état de hors bilan. Donc, bilan actif,
vous voyez bien, je vais vous montrer. Donc, information sur le bilan et le hors bilan, bilan actif. Je vais mettre ici où je mets ma... Vous voyez où je mets ici la flèche. Vous voyez bien la flèche où je l'ai mis ici. Quand vous lisez, là. Donc, ici, c'est marqué or en dépôt à la Banque de France. Donc, c'est quand même la banque, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui dépose de l'or au Trésor français, à la Banque de France. Et en 2018, au 31 janvier 2018, nous avions, les Africains avaient en once 1 milliard 054 521,73 onces déposées, c'est-à-dire là-bas, et qui représente 754 millions 563 francs CFA. Donc, voilà déjà les avoirs des pays africains qui sont là-bas. Nous demandons à M. Macron de les rapatrier. C'est plus simple que de vouloir faire du matu-vu. Ce n'est pas ce qui est demandé. Qu'il les rapatrie purement et simplement les avoirs des pays africains qui sont là-bas. Donc, autre chose, parce que comme nous parlons aussi des éléments suspects, je continue avec M. Macron. M. Macron, le samedi 8 juillet 2017, M. Macron disait, et je pense que c'est une phrase qui avait à l'époque défrayé la chronique et qui tient encore, quand vous êtes un pays pauvre où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7 ou 8 enfants, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Donc déjà, il y a une forme d'idéologie. Il y a une manière de conditionner les gens. Les Africains, c'est parce qu'ils sont nombreux, ils ont beaucoup d'enfants, qu'ils sont pauvres. On va aller simplement prendre les faits. Donc vous pouvez vous-même vérifier cela. Nous allons d'abord commencer par comparer deux continents. Le continent africain et le continent européen. Je dis bien continent africain et européen, je n'ai pas parlé de l'Union européenne. Bien. Donc l'Afrique est le continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Sa population est de 30 millions 415 800, non, sa superficie, autant pour moi, est de 30 millions 415 873 km², avec les îles compris. Ce qui fait que l'Afrique est le 3e en termes de superficie au monde. Si on compte l'Asie qui est plus grand, et si on ajoute les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ensemble, l'Afrique vient en 3e position. Mais si on les fait de manière séparée, l'Afrique en 2e position. Sa population est de 1 milliard 216 millions d'habitants. Ce qui fait que pour un seul kilomètre carré en Afrique, nous avons 40 habitants. Je dis bien pour 1 kilomètre carré en Afrique, nous avons 40 habitants. Prenons l'Europe. L'Europe a une superficie de 10,18 millions. Donc, plus précisément, c'est 10 180 000 km². Ça, c'est la superficie. Elle a une population de 143 millions d'habitants. Ce qui fait, pour 1 km² en Europe, nous avons 73 ou 73 habitants. En Afrique, pour 1 km, on a 40. En Europe, pour 1 km, on a 73. Quel est l'espace qui est le plus occupé, qui est plus rempli? C'est bien l'Europe. Je vais prendre un exemple d'un pays. On va prendre un pays comme le Niger, par exemple. Le Niger a une superficie de 1 267 km, 267 000 km². 1 267 000 km². Et le Niger a une population de 20,7 millions. Ce qui fait que nous avons, au kilomètre carré, nous avons 2 habitants. Je prends la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. La Côte d'Ivoire
a une superficie de 322 462 km² et une population de 24,9 millions. 24,9 millions. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire, si on regarde bien, donc je vais regarder, il y a donc 80 Ivoiriens au km². C'est-à-dire encore 80 Ivoiriens au km². On va dire c'est trop. Je suis d'accord. On va prendre à côté un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne a une superficie presque comme celle de la Côte d'Ivoire de 357 386 km². Je dis bien 357 886 km². Et l'Allemagne a une population de 82 millions. Ce qui fait que nous avons 232 Allemands au km². Sur 1 km², il y a 232 Allemands. On peut multiplier ces exemples à l'infini. Voilà. Mais là, c'est pour dire que quelque part, nous voyons ici un aspect idéologique qui est que les gens s'élèvent pour crier haut et fort, effectivement, il faut aider l'Afrique, mais en fait, avec un objectif bien précis, alors que nous avons des possibilités qui s'offrent maintenant à nous. De quoi je suis en train de parler? Bien. Donc, nous avons la chance. Donc, vous savez qu'il y a une possibilité qui nous a été offerte en France avec le docteur Didier Raoult, qui parle d'utiliser la chloroquine. Mais nous avons aussi, les Africains ne dorment pas. Je vais donc vous faire écouter le docteur Valentin Ago du Bénin, ce qu'il nous dit. Dr Valentin Agon, directeur général de API Bénin, qui est une industrie pharmaceutique qui produit des phytomédicaments au Bénin. Et je suis également directeur général de API Pharma, l'institut para-universitaire de recherche et développement en santé et en industrie, situé à Tana, au Bénin. Alors, à votre question concernant ce que la presse dit sur Apivirine, qui guérit actuellement des malades au Covid-19 au Burkina Faso, je le confirme. En effet, il y a de cela 2 semaines, mes camarades de l'université de Burkina Faso, mes universitaires, des chercheurs comme moi, m'ont appelé et m'ont dit qu'il y a l'un de nos patrons qui serait malade, un Français qui serait malade de